Ce podcast a été enregistré le 11 novembre, 2 jours avant les attentats de Paris. L'équipe de Resseuse Radio a évidemment été choquée, comme vous tous, par ces attaques et nous tenions à adresser, avant ce podcast, notre soutien à toute personne affectée directement ou indirectement par ces attentats. Notre mission aujourd'hui reste de vous parler catch et si cela peut vous permettre de penser à autre chose pendant une petite heure, nous en serons déjà contents. Before I lost all the money in my pocket to buy the things that I won't ever need. I try to run, but I never really stop it. Can't stop it, you can't stop it, 'cause I got a scarlet song in my head. I got a scarlet song in my head. I got a scarlet song in my head. Can't stop it, you can't stop it. C'est Ressus Radio spécial vintage avec Rubenito. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Vintage Wrestlers spécial Survivor Series 1990. On est à Hartford dans le Connecticut au Hartford Civic Center le 22 novembre 90 et donc c'est Survivor Series. Pour nous parler de ça ce soir, rien de mieux que les Brothers of Destruction. Donc le premier met un masque parce qu'il vaut mieux pas qu'on voit sa gueule, c'est Brousty. Bonsoir Brousty. Oui, bonsoir tout le monde. Je sentais venir, je sais pas pourquoi, mais en effet. Et le deuxième fera ses débuts ce soir. Non, je plaisante, c'est Renaud, la Bible de Wrestles Radio, l'homme qui est là depuis 25 ans. Avant même que on démarre la radio, il était déjà là à raconter des anecdotes. C'est Renaud, bonsoir Renaud. Bang! Salut Rubinito. Salut à tous. Oui, je faisais déjà chier ma famille avec les anecdotes de catch. J'étais tout petit. Et maintenant, tu fais chier tout Le monde entier. avec tes anecdotes. Exactement, c'est ça. Donc on va démarrer ce Survivor Series 1990 où il y a eu que des matchs à élimination. D'ailleurs, récemment, on a fait un catch, moi si tu peux, sur l'intérêt ou en tout cas l'état dans lequel est les Survivor Series en 2015. On disait justement que ce qu'il y avait de bien maintenant, c'était qu'il n'y avait pas que des matchs à élimination. Et là, à cette époque-là, c'était vraiment que des matchs à élimination. Donc on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. On se retrouve juste après le générique de tous les Survivor Series de cette époque-là. Et à tout de suite. Donc nous voilà de retour à Hartford Civic Center dans le Connecticut. Donc il y a eu un dark match dans ce Survivor Series qui a opposé Shane Douglas au Playboy Buddy Rose. Est-ce qu'il y en a un qui l'a vu de vous deux? Renaud Non. peut-être? Non, je l'ai pas vu, mais on peut juste dire que Buddy Rose, il a pas du tout une grande carrière, mais c'était l'exécutionneur. Il avait ce rôle-là dans le premier WrestleMania. Parce qu'il avait affronté Tito Santana dans le match d'ouverture. Donc il est connu pour ça, quoi, pour avoir été l'exécutionneur dans le match d'ouverture du premier WrestleMania d'histoire. Il avait perdu, mais sinon il n'a pas eu de carrière. Non. Ouais, Shane Douglas a fait sa petite carrière après. Exactement, lui Shane Douglas, si on veut vraiment retrouver des gros matchs de Shane Douglas, faut se tourner vers la ECW où là il était un main eventer confirmé. D'accord. Très bien, papy. Donc, tout de suite, le premier match de style Survivor Series qui opposait la team Ultimate à la team Perfect. Donc, la team Ultimate a été composée de l'Ultimate Warrior, bien sûr, des Legion of Doom, Hawk et Animal, et le Texas Tornado. Entre parenthèses que je n'aime pas du tout, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc était opposé à la Team Perfect, donc Perfect accompagné de Bobby Heenan, les Demolition, Axe, Smash et Crush accompagné de Mr. Fuji. Le match a duré un peu moins de 15 minutes et a vu l'équipe de l'Ultimate Warrior s'imposer avec comme seul survivant l'Ultimate Warrior. Donc bon, c'était un bon petit opener. On va voir ce que notre ami Kane Brousty masqué en a pensé. Ouais, en effet, c'était bon. Petite précision, en fait, l'Ultimate Warrior, en dernier survivant, a gagné son ticket pour Main Event aussi. Parce que les survivants des matchs à chaque fois étaient qualifiés pour Main Event. Voilà, ça c'est pour la petite précision. C'était la seule fois d'ailleurs où c'est arrivé dans les Survivor Series.
Oui, semble. avec la licence. Ils l'ont jamais refait depuis. Ouais, je pense, ouais. Parce que ce qui est gênant, c'est que t'es obligé du coup de faire gagner 4 face et 4 heal, quoi. Sinon, enfin surtout à cette époque-là. Hein, Renaud. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Donc voilà, si vas-y. on va voir que c'était pas le cas en fait à l'arrivée. Mais après, bon, je dirais logique victoire des favoris. Faut savoir évidemment que Ultimate Warrior était quand même le champion de la WWF à l'époque, que Texas Tornado était le champion intercontinental. Donc, ça a donné qu'on a eu une disqualification un peu conne quand même avec les deux équipes. Et puis ça a laissé donc Mr. Perfect à l'infériorité face aux deux autres, là, Ultimate Warrior et Texas Tornado. Moi, j'ai peut-être laissé Renaud parler de Texas Tornado quand même. Je vais pas tout prendre non plus. Mais ouais, Ouais. c'était quand même assez sympa. J'ai bien aimé Mr. Perfect notamment, quand même, qui était très très bon dans ce match. Donc, je l'aime beaucoup en Moi, général. pour moi, Mr. Perfect, à la vue de ce match, j'ai l'impression que c'est le seul qui a un catch qui pourrait s'adapter aujourd'hui sur les 8 qu'il y avait là. Je sais pas ce que t'en penses, Renaud, mais c'est moi, Ouais. c'est l'impression qui ressort pour moi de ce match-là. Ouais, je te rejoins sur le cas de Mister Perfect, qui est un catcheur hyper complet, hyper intéressant, qui était en avance en fait sur son temps à ce moment-là, un peu comme Bret Hart. Et c'est très bon ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'à la fin, bon, il survit, enfin il survit, il va perdre, mais il est tout seul face aux deux monstres. C'est ça, hein, il y en avait deux à la fin. C'est bien ce que il y avait Warrior Ah et ouais, c'est ça. Texas Tornado. Ben, Texas Tornado, c'est Kerry Von Erich, hein, c'est une famille hyper connue du catch, les Von Erich. C'est le fils de Fritz et un des frères de David et Kevin, c'est les deux qui ont vraiment marché. Depuis, il est décédé, je crois qu'il s'était suicidé. Et ouais, Mais c'est en vrai, fait, c'est ça, c'est l'histoire tragique de la famille. À 33 ans, en fait, il s'est suicidé. Il était voilà. amputé même d'un pied, donc voilà. Ouais. Ouais, après, c'était tragique. Mais si moi j'ai trouvé l'opener plutôt sympa, avec une team hyper physique, c'était celle de l'Ultimate Warrior, même si de l'autre côté, bien sûr, il y avait Axe, Smash et Crush qui sont des gros gabarits, mais tout de même, la Team Warrior, elle est impressionnante. Hawk, Animal, le Texas Tornado et Warrior, c'est plein de testostérone, quoi. Et je trouve que l'élimination de Axe, elle arrive un peu vite. Il faut savoir aussi que moi j'ai une petite anecdote. Les Demolition, ils sont à 3 à ce moment-là parce que Axe, justement, est en train de baisser physiquement. Axe, c'est le plus vieux des Demolition. Au début, c'était que Axe et Smash, et c'est vrai qu'il est en train de baisser physiquement à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que Crush, il avait été mis avec eux, mais Crush, il n'avait pas catché avant à la WWF quand il est arrivé directement dans les Demolition. Et Axe, il avait développé une sorte d'allergie aux fruits de mer lors de ses voyages au Japon. Donc, en plus de baisser en qualité in-ring, il avait ce petit souci-là. Donc, Vince McMahon a pris les devants à ce moment-là de mettre Crush avec Smash. Il s'est dit, si Axe doit être hospitalisé, alors Smash aura toujours un coéquipier en la On personne aura de quand Crush. même une team, quoi. Voilà, c'est comme ça en tout cas à la base que ça s'est passé. Et les Demolition, faut savoir que c'est la première team à avoir pratiqué ce qu'on appelle la Freebird Rules, que pratique encore aujourd'hui New Day. Exactement. Où on s'échange comme ça les ceintures. Donc Crush est un catcheur en fait qui est arrivé directement en tant que champion par équipe. Alors que lui, quand les titres ont été gagnés par Demolition, n'était toujours pas là, parce qu'ils avaient gagné les titres à WrestleMania 6 quand ils étaient encore à 2. Donc voilà, il a ce petit truc-là, quoi, d'arriver comme ça et d'être champion du monde. C'est pas pour tout le monde que ça arrive. Et c'était le cas pour Crush, qui est resté un bon moment à la fédération. Il est resté jusqu'en 97, donc il a connu l'attitude era. Et puis après, il est arrivé à la WCW en 98, où il avait rejoint la NWO, 98-2001 à peu près. Hein, il avait fait après les Chroniques avec Brian Clark. Et puis en 2001, il était revenu du côté de la fédération à Unforgiven dans un match catastrophique contre les frères de la destruction, Kane et Undertaker, justement. C'est nous ce soir avec Bruce Lee. Et ça s'est très mal passé, donc il avait été viré après. Et lui aussi, malheureusement, est décédé en 2002. Il s'était mis à la boxe à la fin de sa carrière. Ou rassurez-vous, on va pas vous faire la liste de tous les morts parce que Non, malheureusement, non, non, il y non. en a un petit peu quand même ce Ouais, soir, malheureusement. Et bon, on est quand même obligé d'en parler. C'est la triste réalité quand on fait un podcast qui a 25 ans. Il y a forcément du grabuge. Donc, une petite parenthèse, on fait ce podcast-là aussi sur le vintage. On fait 1990 car c'est l'année du Taker et la WWE tease vraiment les 25 ans du Taker. Nous on s'est senti obligé de faire ce Survivor Series là. Et d'ailleurs, dans le prochain match, ça va bien être le sujet. Donc, Juste pour signifier quand même qu'il y a Hawk et Animal, ils sont une équipe légendaire, ils ont été 2 fois champions par équipe en 91, donc vraiment une première phase à cette période-là, 91, puis après 97,
Donc sur 2 périodes distinctes, la Golden Era et l'Attitude Era. C'est une équipe qui a gagné partout à la NWA, à la AWA au Japon, sauf à la WCW parce qu'ils sont restés vraiment peu de temps. Ils étaient restés quelques mois, 6 mois je crois, pas plus, et ils avaient clashé avec Bischoff au sujet de leur salaire. Mais je voulais préciser parce que OK Animal, là dans ces 2 teams-là, la vraie team légendaire c'est OK Animal, même plus haut que Demolition. Warrior, bien sûr. Voilà. Ouais, donc à la WWE, on les connaît sous les Legion of Doom, mais souvent quand même, les gens les appellent les Road Warriors. C'est C'est clair. ça. Ah oui. C'est plus souvent d'ailleurs Road Warriors que Legion of Doom. C'est assez Mais bizarre d'ailleurs que la WWF, je sais pas comment dire, ils ont un nom, mais qui est pas le nom, si tu veux, le plus connu quoi. C'est comme si à la WWF, on connaissait plus Hollywood Hogan que Hulk Hogan. Donc nous allons passer au match suivant qui a vu la Million Dollar Team s'imposer. Donc je fais pas trop de suspense sur ce coup-là. Elle était composée donc de Ted DiBiase, les Rhythm and Blues qui est Honky Tonk Man et Greg Valentine avec un look qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est à voir. Et le partenaire mystère qui s'avère être The Undertaker. Donc ils étaient accompagnés de Virgil, Jimmy Hart et Brother Love qui était le premier manager de l'Undertaker. Je pense que Renaud aura un petit mot là-dessus à nous dire. Et donc ils ont battu la Dream Team de Dusty Rhodes, de Coco Beware et la Hart Foundation, Bret Hart et Jim Neidhart. Donc c'est assez marrant de voir que le premier adversaire de l'Undertaker à la WWF à l'époque, donc WWE maintenant, est Bret Hart. Donc ça reste quand même un dream match qui a pas eu lieu énormément. Enfin, ils ont eu une belle rivalité pendant l'Attitude Era, mais c'est pas un match qu'on a vu très très souvent, le Taker contre Hart. Donc Renaud, je te laisse te lancer sur ce match-là avec quelques légendes au compteur. Ouais, pour moi c'est mon combat favori de la soirée. Je l'ai trouvé très bon. Je trouve qu'il se passe énormément de choses. Et il y a franchement du rythme et il se regarde encore très bien aujourd'hui. Ça part dans tous les sens. J'ai adoré le travail. Et la finale aussi. La finale entre Bret Hart et Ted DiBiase, je trouve qu'elle est hyper disputée d'un très haut niveau. Ils s'étaient déjà croisés tous les deux en 1 contre 1. C'est toujours des très bons matchs entre les deux. Et puis on est dans la bonne période de Ted DiBiase. Il faut dire aussi que Pour moi, c'est un des lutteurs les plus sous-estimés de l'histoire, Ted DiBiase. Il a ouais, jamais touché au titre suprême, si je ne m'abuse. non, tu te trompes pas. Il a failli une fois il devait l'acheter. Enfin, je me rappelle qu'il y avait eu une histoire là-dessus où sa gimmick faisait qu'il devait acheter le titre suprême. Il me semble que c'était avant le Royal Rumble 92. Il était vacant le titre et il avait proposé à la fédération de le racheter moyennant genre 10 millions de dollars ou un truc comme ça. Je me rappelle d'un segment comme ça. Ouais, il y avait eu plusieurs histoires comme ça. Ils voulaient l'acheter à André le Géant aussi. Quand André le Géant l'accompagnait à un moment donné, quand André était champion, il voulait lui acheter le titre. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est vrai qu'il a failli toucher, mais vraiment aussi, puisqu'il a été en finale du tournoi à WrestleMania 4. Il a fait le main event où la ceinture était vacante, mais c'est Savage finalement qui a remporté le titre. Et là, on est dans la période, 90, fin 80, début 90, on est dans la période où DiBiase il pouvait franchement y toucher. Et c'est un catcheur assez complet. Il avait déjà fait ses classes à la Mid-South Wrestling, puis au Japon, puisqu'il était parti à la All Japan Pro Wrestling. Et il avait signé après chez McMahon. Et je trouve que c'est un gars qui maîtrisait totalement son personnage, quoi. Il était imprégné complet. C'est très bon micro aussi parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il faisait beaucoup d'interviews en backstage. Il faisait des promos avant match et des fois il prenait même le micro dans le ring et ça c'était rare. DiBiase il prenait son micro dans le ring et parlait dans le ring. Il a été 3 fois champion par équipe au final et il avait gagné aussi le King of the Ring 88 et c'était un catcheur très complet. Pour Brother Love, il accompagnait Undertaker, son premier manager. Après il avait vendu le contrat d'Undertaker à Paul Bearer et c'est Paul Bearer qui est devenu très vite le manager du Taker. Là, c'était historique après, bien sûr. Paul Bearer qui, malheureusement, est décédé aussi. Allez, Bruce, Là, si on fait toute la séquence. Je te passe l'urne et je te laisse. Oui, parce que malheureusement, passer d'un mort à l'autre, Dusty Rhodes, quand même, il faut le remarquer aussi dans ce match, c'était quand même le capitaine de l'équipe adverse et qui était à très haut niveau, je dirais, par rapport au public et puis à très haut niveau aussi dans le ring, quand même. Un énorme dropkick notamment, j'ai noté. Mais sinon, c'est vrai. C'est vrai il y a eu un beau dropkick. Ouais. Je vais pas être original, c'est vrai que comme Renaud, c'était le match que j'ai préféré aussi parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de liaisons et ils ont laissé la place aux lutteurs les plus techniques et c'est vrai que ça j'ai bien aimé.
Et c'est vrai que l'Undertaker a fait des débuts vraiment fracassants. En à peine une minute, il avait fait déjà tout le ménage et puis il avait mis Coco Beware hors service, même si malheureusement le pile driver était botché. Je fais un petit aparté, mais c'est fou quand même comme une prise aussi mythique que le pile driver, le tombstone, pardon. Euh, et à l'époque, comme elle n'est pas vendue par les commentateurs parce que c'est la première fois, parce que voilà, et t'as l'impression qu'elle a beaucoup moins d'impact. Ouais, Enfin, tu vois ce que je veux dire? alors qu'elle est plus impressionnante que la plupart des prises de l'époque. Ah non, bien sûr, C'est ça qui est mais en bizarre. fait, t'as l'impression que elle est un peu, elle est noyée dans la masse parce qu'elle arrive très vite dans le match aussi cette prise et du coup, comme c'est le premier, il a pas ce côté mythique qu'on a aujourd'hui, 25 ans Ouais, après. Enfin, quand on voit un Tombstone aujourd'hui, on est assez content, quoi. ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me plaît de faire ce petit, enfin, de me remettre dans le contexte de l'époque. Après, moi, j'ai bien aimé, moi, la prestation de Jim Neidhart, que, je sais pas, j'avais pas souvenir qu'il était aussi brut, en fait, il était aussi stiff. Ah oui, oui. En fait, j'avais des souvenirs, mais pas, voilà, franchement, là, à un moment, il me semble qu'il est contre, putain, c'est contre qui? Je crois que c'est contre Ted DiBiase, d'ailleurs. Il est hyper stiff. Il y a une genre de petite session comme ça. C'est assez kiffant à voir, ouais. Si vous C'était n'avez pas vu ce match, si vous devez en voir un de ce Survivor Series, les gars, allez voir celui-ci, quoi. ouais, c'est celui-là qu'il faut voir. C'est vrai que la Hart Foundation c'était hyper complémentaire, c'est ça qui a bien marché. On avait le gros bagarreur, le bourrin Jim Neidhart, qui vraiment lui c'était des prises fortes, il frappait très stiff, vraiment très dur. Lui était connu pour ses concours d'enclume, hein. C'est pour ça Jim Neidhart Anvil, l'enclume, il avait eu sa réputation comme ça en jetant l'enclume le plus loin possible et il avait gagné plein de prix grâce à ça. Et Bret Hart, lui, qui était en avance lui aussi sur son temps. On parlait tout à l'heure pour Perfect, mais Bret Hart, ça vieillit pas, quoi. Hein. C'est incroyable. Son parcours à la fédération, à la WWF, il aurait été parfait à Bret Hart. C'était Franchement, les champions par équipe à l'époque en plus. ouais, il surdominait la compétition. Logiquement, après, c'est Rhythm and Blues, Honky Tonk Man et Valentine. Bon, Valentine, il était un peu... Ah ouais, c'est deux anciens champions intercontinentaux et lui, c'est vrai qu'il avait connu son heure de gloire plutôt au début des années Voilà, 80. Donc. c'est ça exactement, surtout à la NWA, où il avait affronté un Roddy Piper dans un match légendaire. Hein. C'était à Starrcade 83, où les deux étaient attachés par le cou, avec des colliers de chien. C'est un match de fou furieux. Quand on le voit encore aujourd'hui, c'est la folie, quoi. Mais c'est vrai que Valentine, il faut plus le voir à la NWA. Là, c'est un peu la fin, un peu beaucoup même. Et du coup, pour en revenir par rapport à The Anvil, on l'appelait The Hammer Valentine parce qu'il faisait du lancer de marteau aux Jeux Olympiques. Non, ça n'a rien à voir. Non. Non, c'est parce que C'est sa assez prise brutal. finale était un coup de coude qui ressemblait à un coup de marteau. Hein. En gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Donc bon, on a quand même fait l'éloge de Ted DiBiase, de Bret Hart. Et puis bon, on n'a pas parlé de Junkie Tonkman, qui est le plus long champion intercontinental de l'histoire, non, le plus long règne. Ouais, Il ouais, n'a pas c'est été ça. battu, hein. Il a toujours pas été battu. Et non, on se Non, rappelle de la course de Santino contre son record, mais il n'y était pas arrivé. C'est- il avait eu un règne énorme en Honky Man. Par contre, il avait perdu le titre en quelques secondes face au Warrior et au SummerSlam. Mais c'est vrai Qui que est son règne, coutumier du fait d'ailleurs, il bat souvent. ouais, Les matchs, ils sont rarement très très longs. Ça arrive, hein, des matchs de Warrior longs, mais c'est très On rare, avait eu très rare. l'exemple contre Hogan, le fameux match, bien sûr. Quand on a Ouais, parlé contre on de a la Triple H aussi, quoi. contre Savage au SummerSlam Contre 92 ça. aussi. Mais on les compte sur le bout des doigts. Contre Rick Rude aussi, mais bon. Et sinon, je sais plus si t'as précisé, au Benito, c'était DiBiase qui est le seul survivant. Bon, non, je l'ai pas dit, Main mais event. tu fais bien Voilà. de le dire. Donc, il Ouais. se qualifie pour le match final aussi. T'as dit Pas bien. mal, oui. Mais là, c'est vrai, sacré prime à lui parce qu'il a passé pas mal de temps, des 14 minutes, mine de rien, bien actif, ouais. Si on n'a plus grand chose à dire, on peut passer au match suivant. Donc c'était encore un match 4 contre 4 avec Rick Martel, donc la team visionnaire avec Rick Martel, The Warlord et Power and Glory qui sont Hercule et Paul Roma. Avec comme manager ils avaient Slick et la team en face c'était The Vipers, donc Jake the Snake Roberts, Jimmy Snuka et les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty. Donc Ouais. les survivants sont Martel, The Warlord et Roma et Hercule. Donc on peut dire que ça a été un match à sens unique si on suit le résultat, mais en fait il n'en a rien été. Moi je trouvais que le match était quand même assez disputé, notamment une très bonne performance de Jack the Snake Roberts qui est pour moi pareil, il était assez en avance sur son temps. Lui c'est plutôt par son personnage que par son catch, même si son catch était très bon. Donc Bruce Lee va commencer
à nous faire le topo de ce match. Et Renaud viendra ponctuer avec ses anecdotes, toutes plus folles les unes que les autres. Et donc on était dans un contexte de rivalité entre Jake Roberts et The Model, Rick Martel, qui l'avait aveuglé quelques semaines précédemment, même Roberts était Avec même arrogance. complètement aveugle pendant quelques temps, c'était assez malheureusement assez Oui, il avait porté un bandeau de pirate. Il avait aveuglé avec du parfum, hein, le modèle. Ah, bah, avec le parfum arrogance. Eh oui, ouais, ça s'invente pas. Hein. Et Si ça s'invente, c'est presque de la gimmick aussi. non, mais ça s'invente pas par rapport à Martel, voilà. C'est Oui, mais justement, ça fait c'est partie de la c'est gimmick, toute c'est son tout. essence, je dirais, voilà. Et c'est vrai que c'était une surprise de voir vraiment ces quatre-là qualifiés, mais après tout, ils étaient vraiment dans une optique, je pense, dans Main Event, de faire une supériorité de heel par rapport à une équipe face forte. Donc finalement, ça a une certaine logique à l'arrivée, c'est pas forcément une énorme surprise, mais par rapport à l'adversité, c'est un peu bizarre parce que Michaels et Jannetty étaient pas forcément les plus hauts, loin de là, au niveau par équipe à cette époque-là. Ouais, ils auraient pu avoir Oui, une bonne c'était place. des Hein. débutants, hein. Ça faisait quoi? Ah Ça oui, faisait voilà. 3-4 ans qu'ils Non, étaient mais là, surtout, mais Pas plus. ils apportaient pas mal de rythme au match, donc ça aurait pu être plaisant d'avoir un des deux peut-être qualifié. Mais moi, voyant ce match-là, je comprends pourquoi à l'époque on disait que Marty Jannetty était promis à une plus belle carrière que Shawn Michaels. Parce que sur ce match-là, Marty Jannetty, je trouve qu'il était quand même un petit peu au-dessus de Shawn Michaels. Que ça soit dans son catch ou même dans ses voltiges. Je sais pas, Renaud, toi, ce que t'en as Bah, pensé. il faisait Il plus avait de l'air plus travail. complet de l'extérieur. Ouais, Enfin, ouais, ouais. quand on rentre pas dans les détails comme ça, bon, maintenant on connaît la suite 25 ans après, on sait qu'il y en a un qui est Hall of Famer et l'autre qui le sera sûrement jamais. Mais c'est vrai que au début, je comprends qu'on puisse se dire, à la base, c'était Marty Jannetty qui était promis un avenir brillant et Shawn Michaels à être un catcheur correct, et puis la volonté du deuxième à l'a emporté sur tout le reste. Et tu sais, pour faire une comparaison qui est pas vraiment juste non plus, hein, faut pas prendre au mot, mais les Hardy Boys, c'était un peu ça aussi. À une époque, on se disait, ah, Matt Hardy est plus complet, peut-être que Matt Hardy va faire carrière, et finalement, bon, c'est Jeff Hardy qui a été beaucoup plus titré et qui a touché au titre de champion du monde à la WWE. Maintenant, je compare pas du tout Jeff Hardy avec Shawn Michaels, hein, parce que Shawn Michaels, c'est quand même un magicien. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a ce genre de destin. Sinon, j'ai trouvé Non, mais Jimmy ouais. Snuka assez discret quand même dans ce match. Ah oui, oui, à partir du moment où Snuka n'était plus pieds nus, il était discret. Ouais. C'est vrai qu'on en a un peu pareil, je me Tout rappelle court, dans des Rousseff. Ça me précédents. fait la même impression avec Rousseff. Depuis qu'il a mis des chaussures, j'ai C'est ça. l'impression qu'il ne sert plus à rien, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Donc là, faut vraiment les laisser pieds nus, ceux-là. Et à l'époque, les Rockers, c'était en rivalité avec Power and Glory, qui était une équipe qui a duré peu de temps, hein, il me semble, qui était formée pendant à peu près une petite année. Et ils ont jamais rien gagné, d'ailleurs, eux. Ils ont eu beaucoup d'opportunités, mais ils ont beaucoup échoué. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage pour eux quand même, parce qu'il y avait du potentiel. Ouais, complètement. Ouais, surtout Hercule, hein, qui est quand même, moi je trouve, Ah oui, assez je me rappelle, on en avait charismatique parlé et qui lors n'était pas de servi montage par ses précédent. personnages. C'est Renaud d'ailleurs qui en avait parlé, ouais, qui avait dit vraiment il avait vraiment quelque chose et qu'il lui manquait un palmarès surtout. Donc, il aura l'occasion Je trouve qu'il de. n'était pas servi par ses gimmicks, malheureusement, Hercule. Déjà, bon, le nom, c'est compliqué à porter. Et surtout quand t'as des mecs qui sont plus costauds que toi. Enfin, t'attends de voir Hercule avec les plus gros biscottos, hein, Bruce Lee. Ouais, non, après, voilà comment ils auraient pu trafiquer un petit peu la musculature, mais ouais, non, Mais là, c'est ils font vrai. du bon travail, hein, ils font encore du bon travail. Là, on parlait du Bien travail de sûr, Jeff bien sûr. Roberts qui est bon. Marty Jannetty aussi tire son épingle du jeu, mais sincèrement, encore une fois, le travail de Paul Roma et d'Hercule, moi, je l'ai trouvé très agréable. Un bon travail de destruction, alors peut-être pas spectaculaire et beau à suivre, parce que c'est pas des prises de fou, mais très intelligent dans son déroulement. Et Paul Roma, je trouve il fait un gros show, Paul Roma. Et après, il J'avais parle pas de à souvenir, moi, de Paul Roma, tu vois. Je Paul me Roma, rappelais. il est passé par les Forcemen très vite aussi. C'était en 93, hein, les Forcemen avaient déjà été créés plusieurs fois à la NWA. Il avait refait Ric Flair le clan à la WCW au début de la WCW. Et Paul Roma avait rejoint ce clan-là en 93. Il a été 3 fois champion par équipe à la WCW, 2 fois avec Mr. Wonderful Paul Ornoff, et puis il avait été une fois avec Arn Anderson. C'est un catcheur solide, hein, franchement, qui avait pas mal de prises et
très intelligent dans le ring en tout cas, très Ah ouais. sous-estimé malheureusement. Et juste, c'est bizarre, mais sur le ring, c'était comme voir des jumeaux un petit peu, Eric Martel, au niveau du physique, même de l'attitude. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que Rick Martel, moi j'aimais bien aussi Rick Martel. Hein. C'était un bon heel, bon à l'ancienne, hein, bien sûr. Aujourd'hui, ça serait un heel low card à la Heath Slater parce que c'était tellement grandiloquent ce qu'il faisait que Ah oui, forcément c'était rigolo. Mais c'était quand même un bon petit heel. Il a eu une belle rivalité avec Shawn Michaels. On en avait parlé dans un vintage il y a pas longtemps avec un match à WrestleMania. Ouais, à SummerSlam d'ailleurs. Non, à WrestleMania. Sam 92. Ouais, SummerSlam. Ah ouais, non, il a quand même eu une belle petite carrière à la WWF à l'époque. Ouais, Il a ouais, ouais, c'est ça, ouais. Lui aussi, il il a faisait été, des promos en français, en plus, c'était cool. ouais, ça c'était cool. Lui aussi a été 3 fois champion du monde par équipe à la WWF. Il a été champion de la télévision à la WCW et puis surtout, il a été champion du monde de la AWA. Et quand Martel il a été champion du monde de la AWA, personne lui prenait le titre. Il a été champion du monde sur une durée assez hallucinante. Et bon, finalement, il a perdu la ceinture bien sûr, mais pendant très 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 longtemps, il a été champion du monde de la AWA et surdominé la fédération. Et bon, après, bon, il n'y a pas besoin de revenir trop sur la carrière de Jake the Snake Roberts, qui aujourd'hui est un ami de DDP, qu'on a eu en interview, que vous pouvez retrouver sur notre page, parce que c'était il y a presque un an, donc on se fait un petit kiff quand même de vous rappeler qu'on a eu un multiple champion du monde à C'est Wrestling clair. Radio. Et Ah, il parle Renaud. de Roberts en plus dedans. Ah oui, bien Et sûr. voilà, il en parle beaucoup, c'est pour ça que je renvoie vers cette interview. On vous mettra peut-être au moment de la sortie du pod, quelques jours après, on vous remettra peut-être le lien de l'interview sur la page Facebook. Parce que c'est plus facile que d'aller retrouver au fin fond de YouTube. Non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, 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 bonne idée, ouais. De toute façon, De faudra temps en temps, célébrer c'est Complètement, la date, complètement. hein. pour les 1 an en plus. Ouais, ouais. Parce qu'il me semble que c'était en novembre, hein, l'année dernière. Fin novembre, il me semble. Ouais, qu'on a fin fait novembre. Le temps s'est arrêté pour moi, c'est un truc de fou. Et pour, je vais vous livrer un petit secret de hors antenne. Je vous avoue qu'on était très excités donc d'avoir DDP et quand il a décroché, je n'ai eu d'autres mots que de lui dire motherfucker. Et il a rigolé et franchement mes acolytes de Wrestle Radio m'ont dit putain t'es couillu de lui dire ça. On pensait qu'il allait nous raccrocher au nez. Enfin voilà, c'était pour la petite histoire. C'était un petit secret. Donc sur ces belles paroles, on peut passer. On arrive à placer DDP dans tous les pay-per-views, c'est un truc de fou. Ouais. Je suis pas dans l'affaire, hein. Non là pour une fois, mais je t'ai devancé. Donc C'est ça. on va passer au match suivant, donc qui a vu l'équipe de Hulk Hogan, les Hulkamaniacs, Hulk Hogan, Jim Duggan, Big Boss Man et Tugboat, qui a battu les Natural Disasters, Earthquake, Haku, Dino Bravo et The Barbarian, qui étaient accompagnés de Jimmy Hart et de Bobby Heenan encore. C'était des super managers, on pourrait en dire un mot quand même de ces Ah oui, managers. justement, j'avais l'intention. C'était ouais. des super managers de l'époque, Bobby Heenan et Jimmy Hart. Donc pour la petite histoire, Haku a remplacé un petit peu au pied levé Rick Rude parce que Rick Rude s'était barré de la WWF après un désaccord avec Vince McMahon. Donc du coup, là, avait remplacé au pied levé. Donc l'équipe a vu un seul survivant, l'équipe des Hulkmaniacs a vu un seul survivant qui était Hulk Hogan. Bon, le match a pas duré énormément de temps, hein, un peu moins de 15 minutes pour un match comme ça, avec quand même de sacrés noms. Bon voilà, hein, Renaud il va nous dire ce qu'il en a pensé. Ouais, bah, c'est la première vraie déception de la soirée pour moi en termes de qualité de match. Bon, après, vu les gars impliqués, même si comme tu dis, il y a des grands stars, bah, surtout Hulk Hogan, hein, mais on Il y a s'en de la doutait. resta, il y a de la resta. Ouais, mais c'est très faible. Je veux dire, c'est très faible in-ring, mine de rien. Même si Earthquake, il avait quelques moves, malgré son gabarit, ça reste que faible. À coup, il remplace Rick Rude, mais voilà, remplacer Rick Rude par Haku, même si j'aime bien C'est Haku, terrible. c'est terrible, comme dirait Seb. Dino Bravo, bon, c'était un catcheur C'était le malheureusement. Santino Marella de l'époque un peu. Ouais, c'était le Santino Marella de l'époque, qui avait lui des gros soucis dans sa vie privée. C'était un mec qui a touché avec la mafia. Non, c'est pas des blagues. Et franchement, c'était un gars peu recommandable. Et Barbarian, c'est très limite. Il fera équipe avec Haku bien plus tard du côté de Atlanta et de la WCW. Après Hogan, bon, Hogan là, c'est une époque où, en fait, c'est une époque où il y a même quasiment plus de suspense, quoi. On est dans tous les combats d'Hogan à ce moment-là. Et puis en plus dans ce genre de match-là, c'est un match survivant. Vous imaginez bien qu'Hogan à ce moment-là, il va survivre, quoi. C'est sûr, c'est le C'est-à-dire qu'il peut pas babyface. perdre.
peut pas perdre. C'est le Et vrai d'ailleurs, héros il y a eu américain. une certaine lassitude du public, j'ai noté à ce Et niveau-là. là où, pour faire un parallèle avec l'époque actuelle, là où aujourd'hui la WWE n'ose pas faire ça avec John Cena, par exemple. L'année dernière, John Cena, au match 5 contre 5, il se fait éliminer et laisse Dolph Ziggler tout seul. Parce que si c'est John Cena qui va au bout et qui fait ce que fait Dolph Ziggler dans ce match-là, je pense que le public, il passe dessus la barrière et il casse la gueule à tout le monde, quoi. C'est pas possible voilà. Ah, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc souvent, quand j'entends des gens là aujourd'hui sur Internet dire que avant c'était mieux, bah, avant peut-être, mais pas à cette période-là en tout cas, quoi. Enfin, Oui. pour ce genre de truc-là, hein, je veux dire, hein, pour. C'était très écrit. Hogan, il était intouchable, il pouvait rien lui arriver. Hogan et Et- Warrior là à ce moment-là. Et voilà, et j'allais dire, ils ont eu d'ailleurs du mal à gérer la popularité du Warrior qui était venu contrebalancer un petit peu Hogan, parce que Warrior, il est vraiment arrivé comme un boulet de canon dans le main event. Hein. Je pense pas que c'était trop prévu à la base, mais la popularité qu'il a eue a fait qu'ils ont été obligés d'être potes, alors je pense qu'ils s'aimaient pas trop dans la vie, mais ils étaient obligés d'être potes sur le ring. Et des fois, ça se voyait, je trouve. Hein. Renaud, je sais pas, toi, t'es juge de Bah, paix là-dessus. non, mais ça n'a jamais été les meilleurs amis du monde, ça c'est sûr. Après, je sais pas trop. C'est vrai que bon, Warrior, il avait affronté Roode puis André le Géant. C'était peut-être un passe. André le Géant, c'était un peu un passe droit vers le main event, mais c'est vrai qu'il a été, comme tu le dis, propulsé très vite. Il fallait contrebalancer un peu Hogan, qui était seul au monde à ce moment-là. Bon voilà, il pouvait rien lui arriver à Hogan, même s'il a perdu le titre à WrestleMania 6, il le prendra après de nouveau quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Même à WrestleMania 10, il arrive de nulle part et Ouais, le 9. le 9, pardon, contre Yokozuna. Après que Bret Hart est perdu contre Yokozuna, Hogan arrive en 14 secondes, il récupère le titre. Enfin Ouais. bref. Donc, et toi, Bruce, tes impressions sur ce Et match-là? justement, ouais, il y C'est avait mauvais quelques- ou c'est très mauvais? C'est très moyen, je dirais. C'est vrai que dans les discussions d'avant-podcast, c'est vrai que je me suis un petit peu excité sur Earthquake. Ouais, parce que ça me fait toujours plaisir de voir un tel gabarit sortir un petit peu ce qu'il peut faire. Après, c'est sûr qu'il n'est pas à son summum et qu'il a peu d'occasions aussi de se montrer dans ce match. Mais bon, je suis toujours très fan de son dropkick, moi, toujours. Donc, à partir de là, je Moi, pense que- ben, là, ils étaient adversaires, mais Tugboat, qui deviendra après Typhoon et Earthquake, Ah oui, c'était ont Twin créé Towers. la team, les Natural Disasters. Je trouve que c'était quand même une super team, quoi. Ouais, j'ai bien aimé aussi. J'ai beaucoup Ouais. aimé leur travail à deux. Ouais. Au début, ils étaient heel, et après, ils ont une belle rivalité contre les Money Incorporated, donc de Ted DiBiase et IRS. C'est ça, hein? Ouais, C'est ça. c'est ça. IRS qui est le papa de De Bray Bray. Wyatt. Et de Bo Et Dallas. de Bo Dallas. Oui. Eh oui. Oui. Et ouais. Mais bizarrement, ça n'est pas le papa de Luke Harper, Eric Rowan et Braun Strowman. Dans ce match-là, il y a aussi le Big Boss Man. Si vous aimez bien le Big Boss Man, je vous conseille de rester à la fin du pod. Il y a un petit teasing pour vous, un petit message personnel pour vous. Hein, Renaud? Oui, faut rester à la fin. Ouais. Ouais. Je dis pas plus. Oui, t'as raison. On n'en dit pas plus. Non, ouais. C'était peut-être la meilleure période de sa carrière, dans les années 90. Bon, après, il a eu un revival pendant l'Attitude Era, un peu venu de nulle part. Exactement. Mais c'était quand même sa bonne période dans les années 90. Je Ouais. sais pas, j'ai pas son palmarès, je sais pas s'il a touché beaucoup de titres ou pas, mais Non. c'était pas une gimmick qui fait qu'il avait besoin de titres pour être crédible non plus. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Au début 90, à un moment donné, il était très haut, c'est vrai. Et puis Attitude Era, quand il a fait partie de la corporation de Monsieur McMahon, à un moment donné, là aussi, mine de rien, il est monté très haut. Et puis il a été champion hardcore pendant l'Attitude Era et il a gardé le titre pendant pas mal de temps. Ouais. C'est vrai que c'était un peu un second souffle dans sa carrière à ce moment-là. Il y avait quand même des managers. Ah oui, les managers, on va parler des managers. Donc Bobby Heenan qui vient de fêter son anniversaire il y a pas longtemps, à l'heure où 71 ans. on fait Que Dieu le garde, Bobby Heenan, parce que le Ah ouais, pauvre, Bobby Heenan. Ah ouais, dans qu'est-ce quel qu'il a état il est fait. aujourd'hui. Oh là là. Et puis dans ce show, la vache, qu'est-ce qu'il prend comme On vous coup. parle enfin de vieux qui sont pas morts, c'est génial. Ah oui, non, effectivement, il y a du progrès quand même à ce niveau-là. Si dans ce match, il y a eu aussi des morts, malheureusement, mais bon. Mais Bobby Heenan, c'est sûr, qu'est-ce qu'il a pris dans ce match quand même, et aussi dans le premier match. Ah, il passait de façon spectaculaire au-dessus de la troisième corde, quand même. Sa Après, spécificité. voilà. Ouais, non, mais même dans le premier match avec Perfect, à un moment, il se fait balancer par-dessus la barrière de Ah oui. sécurité par Ultimate Warrior.
Il Ouais, prenait ouais. des bons petits spots à Ah l'époque. oui, il prend cher, et après le match aussi, ouais, à chaque fois. Surtout qu'il avait bien, il avait 45 ans, hein, si on remonte 25 ans en arrière, il était pas tout jeune, hein, pour prendre des spots comme ça. Ah non, c'est sûr, ouais. Mais c'était, ouais, le plus grand manager de l'époque, il y avait pas photo, ouais, avec sa Inan Family, il a managé à l'époque, c'était Mr. Perfect, c'était quand même un sacré couple. Avant, c'était André the Giant. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de catcheurs qui sont passés. Moi, j'étais Ouais. plus fan de Jimmy Hart, mais c'est un goût perso. Je reconnais l'immense talent de Bobby Heenan, mais Jimmy Hart, pour moi, avait enfin, il a je sais pas comment dire, Il était plus un- foufou, Jimmy Hart. ouais, voilà, non, mais il est tellement original par rapport à l'autre, qui était vraiment le heel de base. Mais Jimmy Hart, il peut être heel, face, il y a pas de souci. Alors que Bobby Heenan, en face, je pense qu'il aurait eu un peu plus de mal. Ah oui, non, lui, c'était la vieille école aussi, donc. Mais il a quand même été un inspirateur encore de beaucoup. Ouais. Ah oui, Ah bien ouais, sûr. ouais, ouais, bien sûr. A pris certains traits de caractère, donc. Non, vraiment, ouais, c'était un gars qu'on voyait beaucoup à tous les grands shows, à WrestleMania notamment, on le voyait limite à tous les matchs, lors de certaines années. Un très très grand manager. Pas le Très, très premier grand. WrestleMania Et même. Vous voyez. peut-être un petit mot sur Jim Duggan, qui est à l'époque qui était vraiment aussi un mid-carter solide et apprécié par la foule, alors que dans le ring c'était vraiment Très limite. ouais, 3 prises, un bout de bois, tu fais une gimmick, c'est génial quand même les Ah oui, années non, c'est sûr. 90. Ouais, c'est clair. Mais C'est à sûr. l'époque, d'ailleurs, ça va avoir un lien avec le match d'après, mais il faut avouer que il pouvait qu'être bien apprécié dans le contexte politique qui a donné le match d'ailleurs, dont on va parler après. Avec la guerre du Golfe, etc. Le fait Ouais. qu'il hurle USA à tous les matchs. Ah ouais, le patriotisme américain était vraiment encore plus fort que d'habitude à cette époque-là. Ouais. Mais moi, à l'époque, j'avais vu un house show, c'était en 93, donc à Toulon. Et je vous garantis qu'il y avait Hulk Hogan dans ce show. Et la plus grosse pop de la soirée, c'était pour Jim Duggan, quoi. C'est hallucinant avec le recul. Je me rappelle qu'on marchait dans le parking à côté de la salle. Et tout le parking criait USA, USA. C'était quand même assez. C'est là que tu vois que c'est magique quand même, hein, la gimmick de Dugan à l'époque. Dans le monde entier, On est en USA. France, à Toulon. Et voilà. C'était assez incroyable. J'ai un souvenir énorme j'avais 13 ans à l'époque. Donc, pour vous dire comme je suis vieux. Enfin, moi, voilà, on va passer donc au match de la guerre du Golfe, comme nous l'a spoilé Bruce T, qui est le roi du spoil. Ouais, mais celui-là il était tellement terrible. Non, celui-là était facile. Donc il y avait la Team Alliance, pardon, Nikolai Volkov, Tito Santana et les Bushwhackers, Luke et Butch, contre les mercenaires, Sergent Slaughter, Boris Zukov et les Orient Express, Sato et Tanaka, avec comme manager Fuji, qui est lui aussi hyper présent comme manager, et le général Adnan. Donc le seul survivant l'équipe des gagnants, qui est la Team Alliance et Tito Santana, un match qui a duré un peu moins de 11 minutes. Bon bah voilà, c'est pareil, hein. C'est une deuxième déception quand même dans la soirée, hein, Renaud. Ah oui, ça a méchamment vieilli, on entend Et après parler. avec les Bushwhackers, tu peux être que déçu, quoi. Ah oui, souvent. Très 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 souvent. Mais là, ça a trop vieilli. Le deuxième combat, on disait qu'il a pas vieilli. Mais alors celui-là, le booking, il est catastrophique en plus. La team de Slaughter se fait totalement décimer en très peu de temps. Alors que je trouve que les gars, justement, de Orient Express méritaient mieux. Mais ouais, Slaughter se retrouve solo face à toute la team adverse et puis il se met à les éliminer un par un. Parce que Slaughter, c'est quand même, mine de rien, un gars qui avait déjà bossé Un à la main eventer WWF. solide, Ouais, hein. ouais, c'est ça, parce qu'il était déjà passé lui chez McMahon dans les années 80. Puis il était parti à la AWA, le sergent, et il avait rappelé Vince McMahon au début des années 90 en lui disant qu'il aimait bien son produit, qu'il aimerait bien revenir, il était prêt à revenir si c'était bon pour McMahon. Et là, McMahon lui avait dit ouais, je veux bien que tu reviennes, mais il me faut un heel. Donc c'est comme ça aussi que la gimmick est arrivée. D'un coup, il est revenu en heel, managé par le général Adnan, comme tu as dit. Adnan, pardon. Mais ouais, il y a vraiment rien et en plus il élimine les autres Slaughter sur des prises basiques, mais alors Ouais, des waouh. prises anodines, ouais. Ah ouais, une descente du coude sur Volkov qui vient de nulle part, mais vraiment comme Après, ça. 2 fois par clothesline. Ouais, Ouais. un brise abdo sur Luke, je crois, et une close Ouais. line, mais Ouais, sans c'est élan ça. sur Butch. Ouais. Ouais, non, c'était pas Après, bon. c'était Telo Carter aussi, hein, les Oui, bien sûr, mais enfin non, le booking est vraiment pas bon. Et à l'image du match, Le d'ailleurs, match. ça se finit par une disqualification d'ailleurs. Donc, Ouais, à cause de Adnan qui vient mettre un coup de drapeau dans le dos à Tito. ah ouais, drapeau irakien, vu que Sergent Slaughter s'était allié au diable.
Saddam Hussein à l'époque. Donc Tito qualifié pour le main event. Tout Ouais. à fait. Un petit cadeau. Sinon, moi, je préférais quand même beaucoup plus The Alliance de 2001 hein, par rapport à celle-là, mais bon. Ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, c'est pareil. Même s'il n'y a pas Tito Santana, c'est pas pareil, quoi. Donc un petit mot, Renaud, Ça, sur c'est Tito Santana, qui est le gagnant donc de ce petit match. Ah, lui aussi, c'était un catcheur hyper complet. Enfin, hyper complet. Bon, c'était pas Michael, c'est Bret Hart, mais c'était un gars franchement agréable à suivre et qui a eu aussi une bonne carrière avec son marteau mexicain, c'était son finish. Lui aussi, il Un méritait peu mieux. pourri comme prise finale. Ouais, il était un peu pourri comme prise finale, mais je trouve qu'il portait bien. Il avait pas mal d'impact. En tout cas, finish pour l'époque. Je veux dire, c'était pas pire que la descente de la cuisse, quoi. Mais une belle carrière lui aussi, qui aurait pu monter peut-être un peu plus haut. Pas être champion du monde, mais peut-être avoir plus de titres et plus de reconnaissance du milieu. Je trouve on l'oublie un peu trop et c'était un catcheur assez complet in-ring. Donc pas mal de soumissions, pas mal de prises techniques. C'était franchement agréable à suivre. Et oui, et Voilà. De toute façon, sur ce match-là, le plus gros nom, ça reste le Sergent Slaughter aujourd'hui. Clairement, oui. Après, bon, il y a Nikolai Volkov quand même qui avait fait sa petite carrière sympa aussi, même s'il était très limité aussi. Hein. Volkov, il a été champion par équipe avec Iron Sheik à WrestleMania 1. Ça, c'est surtout le fait marquant de sa carrière, c'est d'avoir gagné les titres par équipe dans le premier WrestleMania de l'histoire. Puis après, voilà, il fera équipe avec Boris Zokov, hein, qui est en face, et, pour former les Bolcheviks. Mais ça durera pas longtemps, hein. Ils toucheront pas au titre ensemble. Il avait une gimmick où en fait il commençait à chanter l'hymne russe et à chaque fois il faisait couper par l'entrée de l'adversaire. Exactement. Et après, ils ont fait ça des années bien plus tard, hein. Ils ont fait ça avec Lance Storm, où Lance Storm à chaque fois voulait chanter l'hymne canadien et se faisait couper par l'adversaire aussi. Donc Bruce, qu'est-ce que tu as à nous dire mais pas grand-chose à vrai dire. depuis C'est tout à vrai l'heure, que on- c'était assez médiocre. Voilà, juste pour ajouter sur Tito Santana, il a surtout tourné autour du titre intercontinental. Il n'a jamais eu d'autres opportunités, je pense, en dehors de ça, à ma connaissance. Ouais, je pense aussi. Il y a eu quelques affrontements, notamment avec Red Valentine, plus tôt dans les années 80. Ça, c'était vraiment à son sommet, je dirais. Même s'il avait quand même de beaux restes encore à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de souci avec ça. Ouais, c'était logique qu'il soit le dernier survivant, même si la manière est quand même conne, donc comme on a déjà dit. Après, ouais, c'est le paradoxe de l'époque de voir Slaughter l'anti-américain et Volkov le pro-américain, mais c'était assez marrant ça. Mais sinon, ouais, non, vraiment, c'est un match facilement oubliable et ouais, qu'on préfère vite oublier en fait. Et on l'oublie et on passe au main event. Donc qui a vu la team Babyface contre la team Heel. Moi ça me fait rire de voir qu'ils osaient à l'époque appeler les teams comme ça. Bon, bah, ça vient aussi du fait que c'était tous les survivants de la soirée, donc il y avait trois gentils pardon, et 5 méchants, c'est ça. Hein. Ah oui. La team Babyface était composée de Hulk Hogan, Ultimate Warrior et Tito Santana, et la team Heel était composée de Ted DiBiase, Rick Martel, Warlord et Power and Glory, donc toujours accompagné de Virgil et Slick. Donc le match a fini en 9 minutes 07. Et là encore, franchement, c'est de la propagande pour Hulk Hogan et Ultimate Warrior pour moi. Et je pense que Renaud sera d'accord avec moi. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Le pay-per-view, pour moi, il s'est arrêté à peu près après le troisième match, quoi. Le problème, il est là. Et là, c'est pour mettre en avant Hogan et Warrior, montrer que c'est les plus grands. Santana se fait éliminer très vite et il se retrouve donc à deux. Hein, c'est la Dream Team de l'époque. 4, ouais. Voilà, 2 contre 4, plus over, tu meurs à cette époque-là. Hogan et Warrior en team, c'est juste les deux plus grandes stars du moment, sachant qu'en plus Randy Savage, qu'on a aperçu dans la soirée, était devenu Macho King, donc il avait turné heel. Donc c'est vraiment Hogan et Savage, les deux purs babyface, quoi. Et le suspense est zéro, parce que quoi qu'il arrive, comme on a dit, il arrive rien à Hogan et Warrior, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Il y aurait eu peut-être un poil plus de suspense si DiBiase avait été finaliste, et je dis bien un poil, hein. Parce que là, c'est Hercule le finaliste, donc bon, voilà. Et encore une fois, je reviens sur Paul Roma, que je trouve qu'il, mine de rien, dans ce match-là, encore une fois, il a fait un bon travail, sans être exceptionnel non plus, mais il a fait encore son match et sa soirée. Donc, un match qui sert à montrer, en fait, la puissance de Hogan et du Warrior, qui ont décimé toute la team adverse, quoi. Surtout du Warrior d'ailleurs, je trouve. Ouais. J'ai l'impression que Hogan s'est un peu effacé. Bah, c'est lui qui finit, donc il fallait qu'il finisse champion Voilà. de l'époque, donc
C'était obligé, ouais. Mais c'était carrément une parodie, ce match, ça c'est sûr. Hein. Vraiment, là, on voyait que les faces avaient le rôle, que les heels, il fallait les mettre de côté. Eric Martel s'élimine lui-même, carrément, il voulait affronter personne. Là, il voulait pas se faire massacrer. Donc voilà, il a Un peu façon de mise aujourd'hui, il s'en va en disant c'est trop dur, j'arrive pas, je m'en vais. Ouais, mais c'était pas le même. Et c'est marrant parce que Ça peut dire. à l'époque, les arbitres ils comptaient même pas jusqu'à 10 quoi. Le mec qui se casse, bon bah allez, c'est fini. Ah oui, Ça oui, m'avait oui, fait rire, avec... ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. ah oui, avec l'Undertaker, ils l'ont fait aussi plus tôt dans la soirée, ouais, par exemple. Tu te casses, tant pis pour toi, c'est fini, on compte pas jusqu'à 10. Mais ouais, voilà. Non, mais sinon, c'est sûr qu'ils en étaient à leur deuxième match, mais bon, si ça aurait pu avoir un petit peu de crédibilité, il aurait fait durer un petit peu plus longtemps, je trouve. Mais bon, ça a été trop rapide. Il y a eu Moi, je juste. pense que ce qui pêche, c'est les adversaires, comme dit Renaud, à part Ted DiBiase. Non, mais il y a eu le passage de pas Paul Romain, c'est vrai qu'il était sympa, c'est lui qui a duré plus longtemps, mais sinon. Oui, non, mais même si après les mecs ont essayé de tirer leur épingle du jeu, mais le seul concurrent entre guillemets au niveau de Hogan et le Warrior, c'était DiBiase, alors qu'il avait fait une team heel avec Slaughter, DiBiase, Undertaker et je sais pas, c'est une connerie, je sais pas qui, mais enfin quelqu'un d'autre, ça aurait été peut-être plus disputé et plus de suspense. Là, effectivement, il n'y avait pas de suspense du tout, quoi. De par les adversaires, ça manquait de crédibilité en face pour Hulk Hogan et le Warrior de l'époque. Ah oui, déjà avec une équipe forte, ça aurait été dur, donc là, faut même pas imaginer, c'est sûr. Donc Non. on va parler d'un segment qui a eu lieu aussi ce soir-là. C'est le Gobbledygooker, pardon, excusez-moi, une dinde géante jouée par Hector Guerrero costumé en fait. Hein. C'est ça. C'est Hector Ouais, Guerrero ouais, c'est lui. Ouais. qui sortait d'un œuf géant. Enfin, pour moi, c'est un des pires moments de l'histoire du catch, mais bon. Ça vaut l'accouchement de Mae Young avec la main. Enfin, c'est dans ce style-là. Donc, bon, le plus grand fan de ce personnage, c'est Bruce T, donc il va nous en parler vite fait. Ouais, bah, j'ai rêvé d'être sous ce costume, donc en effet, ouais. Non, c'était une catastrophe, et puis c'est vrai que Parce que on a eu le faut fil savoir rouge. que, oui, il faut savoir que Bruce T aime bien être masqué pour pas qu'on voie sa tête. Oui, Donc oui, en il effet. rêve d'être d'être une dinde géante. Le problème, Ouais, c'est qu'il est surtout pas que très finalement, grand, ça sera bien. donc ça sera juste une dinde. Oui, une petite dinde, oui, voilà, un dindono, quoi. Un dindon. Mais bon, voilà, c'était complètement idiot, imbécile. Enfin, surtout le coup du fil rouge en nous montrant le l'œuf, et puis même Minji no Kurlun qui avait un petit peu de mal, surtout à se dire même lui-même, c'est de la merde un petit peu. Il devait se Alors, dire, je te coupe 2 secondes, Bruce T. Si vous voulez voir un truc hilarant sur Gino Kerlund, faut regarder le dernier Botchmania, où il y a une session des interviews, ce qui n'a pas été montré à l'époque à la WWF, de Mean Gene qui insulte à peu près tous les catcheurs qu'il interviewe. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, J'ai pas vu. mais j'ai pleuré de rire, mais c'est énorme, quoi. Et genre, les mecs, ils commencent à les interviewer, il leur dit go fuck yourself, et il éclate en fou rire. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est à l'époque, il y avait beaucoup de segments backstage, de petites interviews qui étaient enregistrées généralement avant le show. Et du coup, ils pouvaient s'amuser à faire des prises et des prises et des prises. Et Mean Gene, il aimait bien faire chier les autres pour qu'ils perdent leur sérieux, quoi. Non, franchement, c'est à voir. Hein. C'est à voir. Bref. donc voilà, avec Minjin très très gêné tout du long du segment de la soirée, même vu qu'il était tout le temps à côté de l'œuf. Donc ouais, ça a fait un flop total. Il s'attendait sûrement pas à cette réaction, mais bon voilà, c'était tellement pathétique. Même bon, Monsoon et Piper ont essayé de hyper là un petit peu, mais c'était n'importe quoi. Le public était horrifié. Ouais, voilà, une espèce de dinde, franchement, le pire déguisement de dinde possible. Moi, je suis désolé, mais j'ai les meilleurs déguisements de dinde. Non, c'était pour Thanksgiving, donc T'as juste à t'habiller, en fait, quoi. voilà. Non, mais cette... en effet, ouais. Et non, mais c'était cette dinde, elle aurait pas dû être graciée ce jour-là, quoi. On le sait, c'est la tradition aux États-Unis de gracier les dindes ce Oui, parce jour-là. qu'il faut savoir aussi que c'était Survivor Series avait lieu le jour de Thanksgiving. Donc du coup, on sait qu'aux États-Unis, C'est la tradition. Ah oui. c'est important. Et il me semble que j'avais vu un DVD de Eddie Guerrero Story, et Hector, il disait justement qu'il était persuadé que ce personnage allait plaire aux enfants et que ça allait genre relancer sa carrière. Mais bon. Ah, mais il pensait ça jusqu'à ce que l'œuf éclot.
Ouais, voilà, non, mais ça a été une catastrophe. Le pire, c'est qu'ils l'ont fait revenir, ce personnage-là. Ils l'ont fait revenir pour WrestleMania 17, dans la bataille royale des anciens, parce qu'il y avait une bataille royale organisée à WrestleMania 17 Oui, pour, des gimmicks, ouais. voilà, des gimmicks, hein, avec les légendes, tout ça, des gimmicks. Et puis, il est revenu, la dinde géante encore Oui, sous, mais c'est là où la WWF ou WWE, peu importe les périodes, est forte, c'est que quand ils se manquent, ils sont capables quand même de se foutre de leur gueule voilà, même, quoi. voilà, c'est Et clair. là, c'est assez, là, C'était du très coup, ça comique à ce devient moment-là. second degré, c'est Et assez marrant. complètement. Ah oui, parce que dernièrement, ils ont fait un article sur les pires gimmicks. Ah oui, il y avait du, ah, il y a du matos. Hein. J'étais triste de voir qu'il y avait Bastion Booger dedans, mais bon. Pour moi, c'était la meilleure gimmick de tous les temps. On va passer aux notes, hein, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. À moins que Bruce ait quelque chose à rajouter sur son idole. Non, non, c'est bon, là, on a assez parlé de dinde. Enfin, on va passer aux notes. Renaud, ta note. Je vais mettre, 4,5 sur 10. À 4,5 quand même. Ça pique. Ouais, je vais mettre 4,5 pour les 3 premiers matchs, et puis après, ça, bon, ça sert à rien de regarder, quoi. D'accord. Ouais, Bon, 4,5. Bah, moi, je vais être plus généreux pour une fois. Hein. Je vais mettre 5, la moyenne, ouais, parce que quand même, il faut mettre la prime au début de l'Undertaker et puis 2-3 matchs sympas dont on a parlé qui étaient au début. Sinon, ouais, la deuxième partie du show est catastrophique, même avec ma dinde préférée, donc 5. moi, je vais mettre 5,5 pour trois raisons. La première, l'Undertaker. La deuxième, Bret Hart, qui est assez kiffant. Enfin, il y a quand même plein de moments assez sympas, surtout sur les deux, trois premiers matchs. Ouais. Et la troisième raison, et qui est la plus importante, c'est que moi, j'ai pas besoin de sortir la calculette. J'ai été Là, j'en étais sûr aussi. Voilà, donc ça fait une moyenne de 5 pour ce pay-per-view. Alors, on vous conseille, si vous avez envie de perdre un petit peu de temps, de ne pas regarder le pay-per-view entier, de regarder les deux premiers matchs. C'est bon, les gars, hein, ça suffit. Ah oui, oui, surtout le deuxième. Voilà. Vous regardez les deux premiers matchs, donc le premier en premier, le deuxième en deuxième, et ça vous fera votre main event de la soirée, et tout va bien. Ouais. Donc, on fait un gros bisou à Mark Calloway, aka l'Undertaker, pour ses 25 ans de carrière. Donc, dans 10 jours, ça lui fera 25 ans de carrière. Énorme. Et c'est un grand monsieur quand même. Franchement, on peut dire quand même un petit mot de l'Undertaker. On va pas faire une longueur parce qu'on va en parler dans quelques jours. Ah oui, surtout Pour qu'il le fera live 25 sur ans Survivor jour pour Series. jour, c'est ça qui est assez marrant aussi. C'est une gimmick, franchement, je pense qu'ils y croyaient pas, ils y croyaient pas. Enfin, je sais pas comment dire. Ils croyaient pas qu'elle allait être aussi mythique 25 ans après cette gimmick, je pense. Tu sais que, Oui, je pense que j'allais parler de la même chose que toi, mais vas-y, Renaud. ah ben, je voulais te dire pour la gimmick, et tu sais que, Ouais. ben, Hogan était là ce jour-là, c'était dans les bureaux de Vince McMahon, et puis, Taker était venu parce que Taker était apparu dans un film avec Hulk Hogan, qui est une catastrophe ambulante. Je sais même plus comment ça s'appelle, Super Commando, je sais plus quoi là. Et il fallait des adversaires à Hogan dans le film, il fallait deux Martiens, et puis parmi les deux Martiens, il y a Taker qui était là. Et puis Rien après, que le pitch du film, ça donne pas trop envie de voir. ouais, ça, Il voilà, fallait deux martiens. ouais, tu te rends compte un peu. Et puis il s'est retrouvé dans les bureaux de Vince McMahon après ça, et Vince McMahon lui a dit, bon écoute, tu seras l'Undertaker. Tu seras le personnage Undertaker et tout. Puis il y avait Hogan qui était là. Hogan à ce moment-là était très 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 haut. Et il s'est tourné vers Vince, il lui a dit, c'est pas possible, ça va pas marcher, tu peux pas faire un gars comme ça, une gimmick comme ça maintenant, là, et ça va pas marcher le truc Undertaker. McMahon il lui a dit, non, non, t'inquiète, on va essayer, moi je le sens bien. Donc c'est là qu'on voit que c'est un visionnaire aussi. Et puis Undertaker qui a vraiment géré parfaitement aussi sa gimmick, hein, c'est toujours Oui, pareil. Renaud, tu dis c'est un visionnaire, mais dans la même soirée, il te sort une dinde géante et l'Undertaker. Bon, forcément, dans la Bon, moi, match, moi, il je peut y pense avoir qu'il des... pariait plus sur Adam. Et- Mais bon. Non, bien sûr qu'il C'est s'est ça le loupé. pire. C'est ça le pire, c'est que je suis sûr qu'à la base, il avait plus de kiff envers la dinde qu'envers l'Undertaker, mais bon. C'est fort possible. Non, mais il lançait tellement de trucs que forcément, il y a des réussites. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, comme il y a des loupés, la preuve. Ah ouais, voilà. C'est ça le truc. Mais en attendant, Mark Calloway a hyper bien géré son personnage et a eu une carrière exceptionnelle au niveau. Bon, toi, t'es vachement calé catch des années 80, surtout à la WCW et à la NWA. Il y a des bons matchs, hein, comment il s'appelait? Marcalus, c'est ça? Ouais, Franchement, moi, j'en ai vu un ou deux, c'est quand même pas mal. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul, on a du mal à dissocier le mec de l'Undertaker. Donc, t'as quand même envie de voir l'Undertaker, même s'il est juste en slip et en bottes, ça fait un peu bizarre, mais franchement, moi, je trouve il avait déjà un truc, hein. Il y c'est avait un peu déjà pareil. C'est un peu pareil pour Kane, hein. Quand on regarde Kane,
On a du mal à se dire Kane, il a commencé avant 97 en fait. Parce qu'on parle du Il a été personnage Kane. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que l'Undertaker, quand même, c'est absolument exceptionnel. Une gimmick aussi forte, qui peut durer aussi longtemps, et même des modifications assez fortes aussi, quand même, de sa période Ouais, badass. complètement. Donc, ouais, ça, quand même, c'est Ouais, assez la énorme. période badass. La période Ouais, badass, elle est exceptionnelle aussi. Hein. Sincèrement, elle est Mais exceptionnelle. ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il peut plus être heel, ce mec. Ah non, On a vu dans sa rivalité contre Lesnar, là, il a essayé de jouer au heel, mais bon, il peut pas, même avec des coups bas, il n'arrive pas à être heel. Et je trouve que c'est là où on voit que le personnage prend le pas sur tout le reste, quoi. la dernière fois qu'il était heel, c'était en 2002. Donc, ça remonte. Ça remonte. En 2002, il avait une petite rivalité, en tout cas un début de rivalité contre DDP, me semble. Ouais, c'était 2001, c'était pour le King of the Ring. C'est pas À l'été, 2001, à l'été À 2001. l'été 2001, ok. Donc on a placé 2 fois DDP. Si on le dit une 3e fois, il va réapparaître comme Beetlejuice. DDP? Spring Stampede. Bon bref. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée si vous nous écoutez le soir, une bonne matinée si vous nous écoutez le matin, bon courage si vous nous écoutez en faisant votre jogging, surtout que là c'est pas un catch moi si tu peux, il faut courir pendant à peu près 1 heure hein, si vous voulez écouter le pod en entier. N'oubliez pas donc Wrestles Radio, Parlons Catch, la page Facebook, Wrestles Radio sur Twitter @Wrestles Radio. C'est à peu près tout, hein. Pichon voyageur, non? Non, on n'a pas. Non, on n'a pas. On n'a pas de dinde voyageuse non plus. Trop lourde. On vous donne rendez-vous le lundi après Survivor Series à 22h30 pour le live. Le 23. Le 23, oui, bien sûr. Le 23. Donc après le Survivor Series, c'est bien ce que je dis. Pour le live qui couronnera un nouveau champion de la WWE après la tragique blessure de Seth Rollins. Et donc, surtout, quand même, l'Undertaker, peut-être, dans son dernier combat, même si je crois pas que ce sera son dernier. Ah non, moi je pense pas que ça se passera à Survivor Series les derniers. C'est marrant de boucler la boucle 25 ans jour pour jour, mais Vous pouvez retrouver le Catch-moi si tu peux, justement où on débat un petit peu du Survivor Series en 2015. Vous pouvez retrouver tous les Catch-moi si tu peux d'ailleurs. C'était le 5e numéro, donc vous avez 5 numéros à rattraper si c'est pas fait, bande de petits chenapans. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit, ou pas, et à dire au revoir à mes Brothers of Destruction, Brucey et Renaud. Salut les amis. salut, ciao, ciao. Ciao. Si tu es fan comme moi du Big Boss Man, n'hésite pas, abonne-toi à Wrestles Radio, un conseil du coach Courbis.